M. Marcel Ouetcho-Kunda-Kousso, puisque toutes les formalités ont été remplies, le jury chargé d'examiner le mérite de votre thèse vous accorde 20 minutes afin que vous puissiez en donner la quintessence. Vous avez la parole. Merci beaucoup. La parole, M. le Président. Avec votre autorisation, j'aimerais vous tenir une présentation correspondante. Quintessence de cette thèse, nous aimerions aborder rapidement 7 petits points. D'abord, il s'agira de circonscrire le contexte dans lequel le travail a été réalisé. Ensuite, nous dirons un mot rapidement sur la problématique qui en constitue la substance, l'intérêt qui y est attaché. Nous évoquerons la question des hypothèses de recherche, des méthodes et techniques, et puis nous passerons aux résultats auxquels nous sommes parvenus avant de tirer une brève conclusion assortie d'un certain nombre de recommandations. S'agissant du contexte, ce qu'on peut retenir, c'est que depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est constamment à la recherche des mécanismes de protection efficaces de droits fondamentaux. Sans vouloir évoquer les mécanismes d'ordre international, limitons-nous au droit interne, et on peut citer notamment, en dehors de la consécration de la séparation horizontale et verticale du pouvoir dans la Constitution, l'institution des cours et tribunaux, mais au-delà de ces mécanismes politiques et juridictionnels, depuis 1986, on a assisté à la mise en place de ce qu'on pourrait appeler des mécanismes complémentaires. Tel est le cas du ministère des Droits et Libertés des Citoyens, qui va connaître une mue en 1998 pour devenir ce qu'on appelle le ministère des Droits humains. À cela s'ajoute la Commission nationale des droits de l'homme, dénommée au cours de la transition de 2003 à 2006 Observatoire national des droits de l'homme. Nous citerons en passant les chambres mixtes spécialisées chargées de la répression des crimes internationaux les plus graves, parce que l'initiative qui a été prise pour l'institution de ces chambres mixtes spécialisées n'a pas abouti. Qu'en est-il En fait, c'est juste question de souligner que toujours dans cette quête de mécanismes de protection efficace de droits fondamentaux, le Constituant du 18 février 2006 a substitué le pluralisme juridictionnel au monisme juridictionnel qui avait prévalu, disons, de 2006 donc de 1968 à 2006. Et les termes qui sont repris dans la Constitution, c'est que cela est intervenu pour plus d'efficacité, de célérité et d'efficacité dans le traitement des dossiers. En ce qui concerne la problématique de l'étude, disons que 2 questions principales sont au centre de l'étude. La première, c'est celle de savoir, 5 ans après l'installation de la Cour constitutionnelle, quel bilan est-on en droit de dresser de sa contribution à la protection des droits fondamentaux, d'une part? Quels sont les indicateurs objectifs de cette contribution de la Cour constitutionnelle à la protection des droits fondamentaux? La seconde question, c'est celle d'identifier les mécanismes plus efficaces de protection des droits fondamentaux en République démocratique du Congo. Ainsi s'est construit cette étude
présente bien évidemment un intérêt à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. En ce qui concerne le plan théorique, il est question essentiellement d'aiguiser les investigations sur la protection par la Cour constitutionnelle des droits fondamentaux. Il est également question de contribuer au renouveau de la science du droit constitutionnel en République démocratique du Congo, et cela en mettant le droit constitutionnel congolais au diapason du droit constitutionnel contemporain. On pourra peut-être y revenir dans les détails. En ce qui concerne l'intérêt pratique, il s'agit de permettre aux décideurs de promouvoir les réformes nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la protection des droits fondamentaux. Il s'agit également d'aider les juges constitutionnels, très humblement, à s'acquitter correctement de leurs obligations en matière de protection des droits fondamentaux. Il s'agit enfin d'édifier les justiciables à la fois sur la saisie et la défense de leurs droits devant la Cour constitutionnelle. Quelles sont nos hypothèses de départ? Nous en avons retenu essentiellement deux. La première, c'est que la sociologie de la Cour constitutionnelle, dominée telle qu'elle est par des magistrats ordinaires, j'aurais pu mettre les guillemets, sélectionnés par les gouvernants parmi leurs amis politiques, peu outillés en matière de contentieux constitutionnel en général et de contentieux constitutionnels des droits fondamentaux en particulier, risque d'impacter négativement la protection des citoyens. Et la seconde hypothèse, c'est rapportant à l'environnement fonctionnel de la juridiction, c'est que cet environnement constitue un sujet complémentaire de préoccupation en raison de l'enlisement du processus de démocratisation. Cela peut impacter également négativement la protection par la Cour constitutionnelle des droits fondamentaux, le déficit de culture judiciaire, mais aussi de culture des droits fondamentaux, ainsi que le sous-développement économique et social. Donc, un certain nombre d'éléments qui, à notre avis, seraient de nature à impacter négativement la protection par la Cour constitutionnelle de droits fondamentaux. S'agissant des approches, nous en avons retenu trois. D'abord, l'approche normative, ensuite, l'approche sociologique. Il s'agit ici de faire appel à l'argument sociologique pour essayer de comprendre la pratique de la Cour constitutionnelle au-delà des prévisions juridiques. Et en troisième lieu, c'est l'approche du transconstitutionnalisme. Nous pourrions peut-être y revenir dans les débats. S'agissant des techniques de recherche, l'étude s'est appuyée essentiellement sur l'analyse documentaire, mais étant avocat et en interaction avec un certain nombre de juges constitutionnels, nous pourrions dire que l'observation participative a également été appelée à notre ressource. Quels sont les bilans, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus au terme de nos recherches doctorales? En gros, nous retiendrons que le bilan de la protection des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle autour de ces 5 premières années d'existence est plutôt mitigé. Et on peut le démontrer en portant l'attention sur deux questions principales. La première, c'est la qualité technique des décisions, des arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle. Là, nous avons constaté qu'il y avait dans le chef de la Cour une faible utilisation des techniques et méthodes de contrôle de constitutionnalité des actes normatifs infraconstitutionnels. Lorsqu'on compare avec ce qu'on pourrait qualifier de droit commun en la matière, force est de constater que les techniques jurisprudentielles les plus éprouvées en matière de protection des droits fondamentaux sont utilisées, mais elles gagneraient à être mieux utilisées à l'avenir pour améliorer l'efficacité de la protection des droits fondamentaux. Un autre paramètre, c'est la question de la constitutionnalisation des branches du droit et de la vie politique
Là aussi, nous avons constaté que la constitutionnalisation des branches de droit était en marche, dans la mesure où on peut relever dans la jurisprudence constitutionnelle congolaise aujourd'hui des arrêts de nature à influencer les autres branches du droit. Même si toutes les branches du droit ne sont pas encore affectées par la jurisprudence constitutionnelle. Mais on peut noter que le processus a été enclenché, il est déjà en marche et il n'attend qu'à être soutenu, pérennisé. Ensuite, c'est la constitutionnalisation de la vie politique. Et là aussi, nous avons constaté que progressivement, les institutions publiques sont enserrées dans les contraintes fixées par la Cour constitutionnelle. Le mouvement est encore aujourd'hui dans un état embryonnaire, mais il mérite tout de même d'être souligné et suivi de près, parce qu'on a parlé de l'état de droit, et c'est par cette voie-là que la consolidation de cet état de droit peut advenir. La conclusion et les recommandations. Nous pouvons dire qu'en 5 ans d'activité, la Cour constitutionnelle a produit une jurisprudence appréciable sous l'angle de la protection des droits fondamentaux. Les arrêts Cyprien Lobodo relatifs aux droits de la défense, domaine des spécialisations du professeur Jacques Joly, l'arrêt Jacques Kazembe Moussonda, ou encore l'arrêt Ilungaka Benguela, pour ne citer que cela, en fournissent une éloquente illustration. Le processus de constitutionnalisation des branches du droit et de la vie politique est en marche. Mais la protection des droits fondamentaux n'en demeure pas moins perfectible. Comme on peut le constater, notamment à la lecture des arrêts, je vais juste citer 262, 338, mais aussi de l'arrêt relatif à la conformité à la Constitution de la loi électorale révisée. Cela dit, quelles sont les recommandations que nous pourrions formuler pour l'amélioration à l'avenir de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux? Il y a d'une part des recommandations à court terme et de l'autre des recommandations à moyen et long terme. Sur le court terme, nous pensons que le renforcement des capacités des juges constitutionnels en matière de protection des droits fondamentaux, et ce, notamment au moyen du renforcement de la coopération avec les institutions qui ont déjà acquis suffisamment d'expérience à la matière, mais aussi le dialogue avec les milieux académiques pourrait être une bonne idée. La Cour constitutionnelle devrait également être dotée des ressources financières et matérielles nécessaires à la constitution des services. Nous pensons ici notamment à la mise à disposition de la Cour constitutionnelle d'une salle d'audience digne de son nom, des bureaux appropriés pour les juges, mais aussi pour le personnel. Notre gratitude. Nous aurions oublié tous les autres membres du jury parce qu'il faut reconnaître que la soutenance privée a été l'occasion pour nous d'enrichir de manière substantielle ce travail. Et pour cela, nous ne pouvions que exprimer notre gratitude à l'égard du président du jury, professeur Évariste Bouchard, à l'égard du professeur Jacques Joly, au-delà de tous les conseils qu'il a cessé de nous prodiguer, mais aussi à l'égard du professeur Lotoy et des deux autres membres du jury qui ne sont pas avec nous. Monsieur le Président, distingués membres du jury, la quintessence du travail que nous soumettons à votre appréciation, mais nous ne pourrions clore cette présentation sans saisir cette opportunité pour exprimer notre gratitude à l'égard de tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'accomplissement de ce travail. Nous pensons en premier lieu au promoteur de cette thèse, qui est autre que le professeur Jean-Louis Sambo Tangaché, pour sa disponibilité, pour ses conseils avisés, mais également pour ses encouragements pendant les moments difficiles. Nous ne pouvions que
vous dire merci. Alors, merci bien, M. Marcel Louis-Chokonda. Vous avez respecté les timings qui vous a été impartis. Et il s'agit d'un examen. Et cet examen va pouvoir respecter sa rigueur jusqu'au bout. Raison pour laquelle je voudrais donner la parole à mon collègue Loto afin qu'éventuellement il fasse ses remarques ou qu'il vérifie un certain nombre d'insertions entendues ici. Collègue Loto, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour la parole. Je dois dire que au jour d'aujourd'hui, l'intégrant n'est pas n'importe quel apprenant. C'est un doctrinaire accompli, un chercheur éprouvé au regard de sa propre production scientifique, attestée par la bibliographie. Cependant, le contexte crée une nuance importante. Il s'agit ici d'un des arts qui présente à nous le jury une thèse de doctorat perçue comme une copie d'examen. Il nous appartient de l'évaluer au regard d'un certain nombre de règles et principes d'osmologie. C'est pourquoi, sans devoir m'attarder sur la forme, même si celle-ci peut corrompre le fond, au regard des notes et références intrapaginales qui n'ont pas eu un heureux dégagement et des astuces scripturaux qui ont introduit des coquilles. C'est le cas de quelques références infrapaginales et que je pourrais indiquer à l'interprète en appart. La thèse sous examen comprend deux parties qui procèdent d'une problématique ayant abouti à deux questions, à savoir une question sur le plan de la Cour constitutionnelle et une seconde relative au mécanisme de protection des droits fondamentaux plus efficace à identifier. Et pour y parvenir, s'affiche deux hypothèses. Vient ensuite la manière de s'y prendre, parce qu'il s'agit d'une expérience méthodique. Et les yeux ne suffisent point pour voir, parce qu'on ne voit pas avec les yeux, mais avec la raison. Les mécanismes de collecte d'informations et ou de production des données s'ajoutent, c'est-à-dire le cadrage du processus d'objectivation des faits. Ce processus qui donne assise à tout savoir scientifique, en définant et en élaguant du champ réflexif des fausses évidences, comme celles ensevelies notamment dans des vices cachés ou des compromis dilatoires. En fait, c'est cette procédure scientifique, méthodologique, qui influe sur les résultats obtenus, la validité de ceux-ci en débat, et cela de manière vague. Deux questions sont soulevées dans cette thèse. Les deux questions sont ex aequo. les deux questions suscitaient deux documents différents, mais juste à poser, à savoir un bilan de la Cour constitutionnelle et une critique sociologique sous-tendue par les 30 constitutionnalismes sur la problématique de la protection des droits fondamentaux. À bien des égards, l'intérêt théorique exposé dans cette thèse aurait pu servir de tremplin à une problématisation beaucoup plus heureuse. Et l'on aurait évité le piège de cette sorte de puzzle ayant inspiré cette juxtaposition des deux documents qui me semblent procéder d'une rencontre incestueuse ou hasardeuse, c'est-à-dire sans opportunité sur le plan épistémologique. Du coup, on aboutit probablement par mégarde à des hypothèses sans qu'aucune des tâches s'est imposée comme la principale. Et l'on ne voit où sont nichées les autres hypothèses.
et tout à l'heure, les patrons y a fait allusion. Il se pose un problème. Le fil conducteur et la théorie en puissance sont enfouis dans la glace d'une sorte d'opacité. En définitive, je peux dire que le pensée du bilan de la Cour constitutionnelle requalifié, la perspective revisitée avec un fil conducteur unique et une méthodologie recadrée, et à propos, cette thèse est une thèse. La moisson factuelle et la critique sociologique des textes juridiques, doctrinaux et jurisprudentiels sont éloquents. Voilà mes observations auxquelles peuvent s'ajouter les questions suivantes, puisqu'on les jette de pierre à l'arbre qui porte des fruits. Ma première question. La démocratie représentative est un régime de délégation qui se caractérise par le respect du contenu du mandat et de celui de la durée de ce même mandat. Quelle est votre appréciation de l'arrêt R-Cons 262 de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2016? La deuxième question. Pour se compléter, la promotion et la protection des droits fondamentaux sont-elles opposées ou juxtaposées? Troisième question. Après des tentatives infructueuses en 1982, 1995, la décentralisation territoriale est aujourd'hui un succès. C'est ce que j'ai pu comprendre en lisant votre texte. Et c'est votre avis. J'en prends bonne note. Cependant, la décentralisation telle qu'elle est vécue chez nous est chaotique. Et c'est le seul constat qui soit pertinent. La quatrième et dernière question. En ouvrant la page 366, vous avez provoqué, l'impétrant a provoqué une veuve. Cela ne ressemble pas à votre posture de promoteur ou défenseur des droits fondamentaux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien, mes chers collègues. Je voudrais demander aux citoyens de rencontrer les préoccupations soulevées par le professeur de l'autorité. Merci beaucoup de la parole, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par réitérer mes remerciements à l'égard du professeur Jean-Pierre Letoy, parce que comme il l'a souligné, l'essentiel de ces observations ont été prises en compte dans la version de la thèse que nous avons soumise à votre appréciation il y a quelques jours. Je m'en vais peut-être juste pour donner un exemple, page 39. Vous trouvez là, sous la note infrapaginale 198, Chevalier dit « Les constitutionnalistes ne feraient-ils pas de la sociologie comme M. Jourdain de la prose sans le savoir ?» Eh bien, le professeur Letoy va reconnaître qu'il nous a renvoyé à nos études, et justement, parce que la préoccupation qu'il avait exprimée, celle de savoir si je ne faisais pas un peu d'Aimé Césaire, une saison au Congo, comme Aimé Césaire, sans y arriver, mais sans non plus s'en rendre compte. Et en réalisant le travail, j'ai réalisé effectivement qu'il avait raison. Je n'avais pas assez souligné le fait que l'approche sociologique m'avait également inspiré. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Professeur, pour votre contribution
à cet égard. Pour aller droit aux questions, le professeur Lotoy demande si la promotion et la protection des droits fondamentaux seraient ou juxtaposées ou opposées. Pour donner un élément de réponse à cette question, je dirais que la promotion et la protection des droits de l'homme ne sont pas superposées, elles sont complémentaires. Et cela dans la mesure où tout ce qui y a pour finalité de prévenir les violations des droits fondamentaux relève de la promotion. Alors que la protection des droits fondamentaux consiste plutôt à mettre fin aux violations des droits fondamentaux ou à tous les moins à réparer les préjudices subis par les victimes lorsque ces violations ont cessé. Vous voyez donc qu'il y a complémentarité. La première action, c'est pour éviter les violations des droits de l'homme, mais dans la mesure où on n'y réussit jamais tout à fait et qu'il y a toujours des violations des droits fondamentaux, eh bien, il va falloir soit y mettre un terme, soit sanctionner les auteurs, et ça relève de la protection. Les deux démarches sont donc complémentaires. Même s'il faut également ajouter que la protection des droits de l'homme contribue également à leur promotion. Ça veut dire que lorsque un auteur de violation de droits fondamentaux est sanctionné, on est là dans la protection des droits fondamentaux, dans la mesure où cette sanction sert de leçon aux autres violateurs de droits de l'homme potentiels, on peut considérer que cette action de protection participe en même temps de la promotion des droits fondamentaux. Et parce qu'on y est, monsieur le professeur, c'est la même observation en ce qui concerne les deux parties du travail. Parce que, une fois de plus, à mon avis, il est question dans ce travail d'une complémentarité également, dans la mesure où la première partie est consacrée au diagnostic, tandis que la seconde en tire les conséquences en proposant une thérapeutique. Il y a donc complémentarité, superposition, complémentarité à notre sens. Et je dirais qu'en ce qui concerne le diagnostic, le bilan, il s'avère d'autant plus important qu'il est aujourd'hui attendu particulièrement par la communauté des juristes congolais. Pour quelle raison? Parce que la justice constitutionnelle congolaise, elle a connu beaucoup de difficultés. C'est une cour constitutionnelle qui est prévue depuis 60, la loi fondamentale du 19 mai 1960, mais qui ne voit pas le jour, prévue par la Constitution de 64, mais elle ne s'est traduite pas dans les faits, prévue également par la Constitution de 24 juin 1967, et une fois de plus, elle n'arrive pas à entrer dans son effectivité, ce qui a fait dire au président du jury que la Cour constitutionnelle était une hantise pour la doctrine congolaise, mais la difficulté c'est qu'elle n'arrive pas à passer, ou du moins elle n'arrivait pas à passer du stade du formalisme à celui de l'effectivité. Mais à partir du moment où la Cour constitutionnelle est installée, le 4 avril 2015, il devient intéressant de la suivre pour savoir si elle a été en mesure de répondre aux attentes placées en elle. C'est pour cette raison-là que la première partie sur le bilan, à mon avis, elle est extrêmement importante dans le contexte congolais aujourd'hui. 5 ans d'activité de la Cour constitutionnelle demandait absolument qu'on prenne du recul pour évaluer comment les choses se sont passées, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas été, et comment se projeter dans l'avenir pour améliorer les prestations de la juridiction en matière de protection des droits fondamentaux. Le professeur Lotoy nous renvoie à l'article 262, et vous l'aurez constaté, monsieur le professeur, dans le résumé, nous avons dit que nous avions enregistré des arrêts, donc des avancées en matière de protection des droits fondamentaux, mais il y avait également quelques rendez-vous manqués.
Et au nombre de ces rendez-vous manqués, il y a lieu de citer notamment cette année 262. Pour quelle raison? Parce que autant